Confluent avec Catherine Égaud et Mathieu Lavigne. Bonjour Catherine. Bonjour Mathieu. Aujourd'hui, nous accueillons un artiste dont la voix résonne bien au-delà des frontières et des genres musicaux. Originaire de la Côte-Nord, Shawit est un auteur, compositeur, interprète et grand ambassadeur de la culture Innu. Avec sa musique à la croisée du folk, du traditionnel et du reggae, il chante principalement en Innu Aimun, une langue qu'il aime faire vivre et rayonner. Lauréat de nombreux prix prestigieux, dont le Félix pour l'album de l'année en langues autochtones à la disque, Shawit a présenté plus de 400 spectacles à travers le monde, du Japon au Maroc, en passant par la France et la Corée du Sud. Son plus récent album, Ndugun, qui signifie remède en Innu-Aimun, invite à la guérison et à la réconciliation en mariant les sonorités innu et québécoises dans un vibrant dialogue musical. Au-delà des rythmes et des mots, la musique de Shawit est profondément spirituelle et porteuse d'espoir, particulièrement pour les jeunes en quête de sens. L'artiste évoque souvent Tiché Manitou, le grand esprit, et rappelle que la foi constitue pour lui une source importante d'inspiration et de repères. Au micro de Mathieu Lavigne, Shawit nous raconte la musique, le métissage, la spiritualité, ainsi que le rôle d'ambassadeur de la culture Innu qu'il assume désormais. Shawit, quoi? Kwe Nwijuan. Tanispanen? Namashtamanaban, Aikchin. Pas mal. C'est bon, c'est bon. Shawit, un grand merci à Télécommétine vraiment de prendre le temps de venir nous rencontrer en studio. Merci de l'invitation. À Montréal. Vraiment, merci. Shawit, ça te va si on se tutoie? Oui, bien sûr. Magnifique. Shawit, tu es un musicien accompli. Tu nous proposes une musique, je dirais, métissée depuis plusieurs années. Ça touche le folk, le trad, le reggae. Ta musique voyage au-delà des frontières. J'aimerais commencer par une question bien simple. Comment arrive la musique dans ta vie, Shawit? Ben, premièrement, mes parents écoutaient beaucoup de musique, puis j'en entendais très souvent. Mm-hmm. Le fait que je fais de la musique, j'ai commencé avec des instruments jouets que mon père m'achetait, comme... Mon premier instrument, c'était un accordéon jouet. Ah oui? Puis j'apprenais comme genre au clair de la lune, des trucs comme ça. Celui avec en papier, là? Oui, avec la partie du milieu qui se plie en carton. C'est là. ça, oui. Ça n'a pas duré longtemps, mettons. Mon père m'a mis du tape une fois quand ça commençait à ouvrir. Oui. Mais ça n'a pas duré longtemps. Après ça, pendant longtemps, après ça, j'ai pas eu d'autres instruments. Mais vers 10-11 ans, je commençais à avoir une harmonica. Je m'intéressais à la guimbarde. Je trouvais que le son était très spécial. On a joué un petit peu, là, pas trop. C'est quand même assez touché comme technique là, pour faire résonner ça. Mm-hmm. Puis, à l'âge de 11 ans, je suis entré dans une petite fanfare pour la garde paroissiale de Manceau, qui est un village situé sur le bord de la Vin, pas très loin de Victoriaville. Est-ce que c'est là que tu as grandi? Oui, c'est là que j'ai grandi pas mal. Le début de ton enfance? Depuis 5, 6, 7 ans jusqu'à l'âge de 12 ans. OK. C'est mon père qui m'a pris en charge vu que mes parents étaient séparés. Mm-hmm. Mon père, il venait, lui, du Nouveau-Brunswick. C'était un Acadien. OK, oui. Puis ma mère, elle, était une Innushko de Manutenam. OK. Fait que la musique était présente autour de toi. Oui, puis c'est ça, j'ai appris à jouer de la trompette dans une fanfare. Puis à partir de 12 ans, là, je suis retourné avec ma mère. Je me suis redécouvert en tant qu'Innu, parce que je savais que j'étais autochtone, mais je ne savais pas que j'étais un montagnais, un Innu. Ouais. Je connaissais pas ma langue, puis je connaissais très peu de choses. Je savais que j'étais quelqu'un d'autochtone, puis comme quand je regardais Lucky Luke, puis il y avait des Indiens, mais là, je me disais, il y a quelque chose qui est relié. Tu sais. Ça résonnait, là. Exact. Fait que je suis retourné avec ma mère, puis là, j'ai découvert la musique Innu, parce que c'était pas une musique... mainstream. C'est pas quelque chose qu'on entendait souvent en radio et tout. Fait que ça a été pour moi une grosse révélation. Je me suis dit,
la musique Innu, ça existe, puis c'est beau, puis c'est souvent du folk Innu, comme Cashton. Bien sûr, j'ai découvert Cashton. Juste avant que Cashton devienne populaire au Québec, il était populaire dans nos communautés. Puis c'est là que je suis tombé en amour aussi avec ce genre de musique. Puis j'ai demandé à mon père une première guitare. Mon père, à l'âge de 13 ans, m'a offert une guitare usagée, qui est super bien parce que quand on commence un instrument, c'est bon de prendre des choses usagées ou des choses qui coûtent pas cher. C'est vrai. Puis après ça, si tu aimes ça, ben là, tu peux te permettre d'acheter quelque chose. Passer à un autre niveau. Exact. Fait que j'ai commencé comme ça. À 13 ans, je jouais de la guitare, puis je voulais faire comme Cashton. Je me peignais comme Claude McKenzie. Puis je me trouvais cool en me regardant dans le miroir, puis tout. Puis là, vu que je parlais pas Innu, ben, je pouvais pas vraiment chanter en Innu. Mais ma mère a commencé à écrire des paroles. J'ai demandé, est-ce que tu peux m'écrire des paroles de chansons? Tu sais, en Innu en Innu Moon. Puis je réussissais à bien prononcer les mots. Parce que j'avais quand même si je parlais pas Innu, j'avais quand même une base phonétique en écoutant ma mère parler longtemps au téléphone. Fait que ça m'a beaucoup aidé, tu sais. Puis par la suite, j'étais capable de chanter une chanson au complet en langue Innu, sans même savoir c'est quoi je disais. Sans comprendre, c'est ça. Ouais, mais je parlais quand même bien, là, tu sais, j'avais pas trop d'accent. Avec l'oreille. Oui. Puis les amis de ma mère, ils me demandaient « Chino Emin, là, Chin? » Là, je répondais « Quoi? » Puis là, elle me disait « Parles-tu Innu? Tu parles-tu l'Innu et Moon? » Ben non, je parle pas Innu. Mais en tout cas, tu chantes bien en Innu, puis lâche pas, puis continue, t'es bon, puis ça m'a beaucoup encouragé. Oui, exact. Ça validait justement ton désir de faire de la musique. Oui, et d'apprendre la langue. Oui, exact. Ah oui. Est-ce que tu dirais que la musique a été pour toi justement un espace de réapprentissage de l'Innu Moon, de l'Innu Tune, donc de la culture et de la langue Innu? Oui, je pourrais dire ça. En fait, la musique, c'est ça qui m'a comme plongé dans l'univers culturel, je pense, de la nation. Et bien sûr, il y a Cashton qui, pour nous, était un groupe. Il n'y avait pas juste Cashton, il y avait beaucoup d'autres artistes. Mais Cashton, c'est celui qui se démarquait vraiment. C'est celui c'est la première fois qu'on voyait des Autochtones à la télévision, des Innu. Puis pour nous, c'était une grande fierté. Puis c'était une grande source d'inspiration aussi, de les voir à des émissions de télévision qu'on écoutait. Puis, c'est partout, hein? C'est incroyable. Moi, j'ai des souvenirs, tu vois, dans les 90, j'avais 8-9 ans, puis j'ai des souvenirs d'entendre Cashton à la radio, puis d'essayer de chanter là, les paroles, évidemment, sans absolument pas comprendre les paroles. Mais on adorait ça. Oui, puis, nous autres, on était fiers. Souvent, une maison qui nous appelait quand on était à Montréal pour nous dire, bon, n'oubliez pas, à soir, là, il va y avoir Cashton à l'émission Adlib. Oui. Ou l'émission Détecteur de mensonges. Des trucs comme ça. Puis là, on se mettait devant la télé, puis on écoutait ça, puis on riait, puis on avait du fun, on avait une fierté, tu sais, de les voir aller, puis les entendre chanter, puis dire un petit mot en Innu en dernier, des trucs comme ça. C'est quoi le mot fierté en Innu Moon? Chinoon. Ouais. Shawit, vraiment, c'est très intéressant justement comment la musique devient un lieu de réappropriation de ta culture et de ta langue. En même temps, tu l'as évoqué, ton père est d'origine acadienne. Comment dialogue en toi ces deux origines, ces deux identités? Est-ce que pour toi, c'est des éléments des identités qui se complètent ou qui sont en tension? Quand j'ai commencé à me redécouvrir en tant qu'Innu, puis à connaître l'histoire des Autochtones, l'histoire de mon peuple, j'ai vu qu'il y avait des grosses injustices. Fait que je me suis mis un peu à me rebeller contre mon côté blanc, je pourrais dire. Puis je me suis beaucoup intéressé à la pensée Innu, à la langue surtout, parce que je me cherchais, tu sais, la recherche de son identité, comme toujours. Qu'est-ce que je me disais, c'est quoi un Innu? Puis je regardais autour de moi, puis bon, la première chose qui me frappait, c'est un Innu, ça parle Innu. Parce que tout le monde parlait Innu. Tous mes cousins, mes cousines, mes amis. Puis je les comprenais pas. Tu sais. Puis c'était un gros manque que j'avais.
Je me disais que je n'étais pas complet tant que je parlais pas Innu. Aujourd'hui, je pense autrement. Là. Je sais qu'on n'est pas obligé de parler Innu pour être Innu. Ah oui. Mais à ce moment-là, c'est ce que je voyais. Ta conception, là, ma conception d'être Innu. Puis, fait que il fallait que j'apprenne la langue. Puis vraiment, bon, ça a pris du temps, mon processus. Là. Ouais. Puis, par la suite, je voulais tellement changer ma mentalité. Je voulais vraiment être capable de penser comme un Innu, tu sais, puis que je me lève le matin, puis je pense en Innu. Puis, j'étais rendu que je voulais juste... Tu sais, ça paraissait que j'étais un peu en révolte contre moi-même, je pourrais dire. Mais jusqu'à temps qu'il y a quelqu'un qui m'a dit « Pourquoi tu veux tellement être Innu? » C'était un Innu qui me parlait, tu sais, puis il m'a dit « Moi, tu sais pas, là, mais je t'envie beaucoup d'être métissé. Parce que moi, je connais beaucoup le côté Innu, tu sais, j'en connais beaucoup. Là. C'est un gars de bois, c'est un gars qui connaît beaucoup les animaux, comment on survit en forêt et tout et tout. Puis moi, j'aurais aimé ça, être comme ça, tu sais. Oui. Puis il m'a dit, je t'envie parce que tu connais les deux côtés, tu connais les deux mondes, tu sais. Oui. Tu peux être un plus pour la nation Innu. Puis, pour les deux. Puis ce temps-là, j'ai beaucoup embrassé mon côté blanc, mon côté acadien. Bon, j'ai jamais été élevé, j'ai pas été élevé en Acadie, au Nouveau-Brunswick, là. Mais je me suis dit, regarde, je l'aime, mon père, tu sais. Pourquoi je détesterais le côté de mon père, tu sais. Fait que aujourd'hui, je l'affirme à chacun de mes spectacles. Souvent, je dis... je suis d'origine Innu, mais aussi d'origine acadienne. Puis montrer que je suis pas moitié-moitié, je suis double. Ouais, ah oui. Oh, c'est bien dit. Oui. Ah oui. Puis c'est intéressant parce que aussi le peuple acadien est un peuple de résistance. Oui. Hein? Les deux peuples que tu portes, c'est deux peuples qui résistent. Exact. Quand j'ai connu l'histoire acadienne, ça aussi, c'est un épisode de hockey. Ça en est passé des affaires, le grand dérangement et tout. Exact. Ouais. Puis, est-ce que tu dirais, Shawit, que finalement, le métissage, c'est un lieu de force, de créativité? Oui, en fait, je pense que ça aide, en tout cas, à être ouvert aux autres cultures, aux autres... Je veux dire, pour moi, j'ai connu autre chose que ce que ma famille, mes amis à Malutina m'ont connu. Quand j'habitais à Manceau, j'ai connu le folklore québécois, des rigodons, puis des soirées canadiennes, puis tout ça, puis des gigs, là, puis les personnes qui dansent, on danse en rond, puis les femmes au centre, les hommes autour, puis on fait le tour, puis là, la personne qui apparaît devant nous, c'est avec elle qu'on danse pour quelques secondes. Ouais. On swing la madame, comme on dit. J'ai tout connu ça, puis j'ai beaucoup aimé ça. Ça m'a comme resté quand je suis retourné avec ma mère, puis j'ai remarqué que chez les Inuits, on n'aille pas ça aussi, les violonneux, puis les accordéons, puis tout ça. C'est quelque chose qui est quand même très présent aussi dans la culture autochtone. Parce qu'il y a des endroits où, notamment chez les Cris, j'ai entendu cette histoire-là, des jésuites, des prêtres auraient fait des gros feux pour dire aux Autochtones, brûlez vos tambours, parce que là, vous jouez avec le démon. Là. Parce que nous autres, on arrivait à faire de grandes choses qu'on pourrait considérer comme surnaturelles avec le tambour. Avec le Tewigan. Oui, exact. Puis, fait qu'à certains endroits, ils ont fait ça, ils ont brûlé des tambours, des régalias. Puis, à la place, ils leur ont donné des instruments que pour eux étaient comme approuvés par Dieu. C'est comme les violons, les accordéons, les guitares, et les instruments européens, je pourrais dire. Puis, fait qu'il y en a beaucoup de nations qui ont adopté ça. Puis, si aujourd'hui, on demande à un Autochtone, fais-moi découvrir ta musique traditionnelle, ben la personne va peut-être dire OK, puis il va sortir son violon, puis c'est ça, puis c'est ça, tu sais, la musique. C'est sûr que c'est triste de voir qu'une partie de la culture qui a été effacée de cette façon, la musique, mais d'un autre côté, c'est encore très vivant, puis il y a encore des jeunes qui font des concours de gigs et qui se font aller à la patte, comme on dit. Oui, à Kitsakik, Lac-Simon, milieu Anishinaabe, ça gigue pas mal. Oui. Puis chez les Inuits aussi, chez les Métis de l'Ouest et tout. Ouais. Ah oui. Et donc, ces instruments-là, occidentaux, ont comme été
autochtonisé, en quelque On sorte. pourrait dire ça, oui. Ah oui. Et Shawit, le rappeur Samian dit de toi que tu es le premier reggae-man Innu, parce que le reggae est bien présent dans ta musique. Donc, tu chantes du reggae en Innu. Tu proposes aussi du trad en Innu, du folk. Donc, tu disais, le folk est très populaire en milieu Innu. Donc, tu t'inspires de plusieurs styles, cultures. Est-ce que certains pourraient voir dans ton approche de la musique, paradoxalement, quelque chose qui se rapproche de l'appropriation culturelle? C'est quoi ta position dans ce débat-là qui est un peu sensible? C'est une question un peu songée, là, je peux dire. C'est une question qu'il faut qu'on prenne un peu de réflexion. Moi, j'ai découvert un autre terme, c'est appréciation culturelle. Ah oui, oui. Puis je pense que dans la musique, ça se fait, je veux dire. Moi, je le fais, tu sais, j'aime beaucoup, beaucoup le reggae. Puis j'ai entendu du reggae en français, en créole, plus tard en japonais, en russe, et tout, et tout. Fait que je me suis dit, pourquoi pas en Innu, tu sais, en Innu Moon. Ah oui. Puis les gens trouvent ça bien spécial. Ma nation, quand ils ont entendu ce que je faisais, je me démarquais des autres. Les autres faisaient juste du folk. Du folk tout à fait. Puis moi, j'ai juste voulu faire les choses que j'aime le plus. Puis j'en écoute très, très souvent, du reggae, puis tout. Puis, ça sonne tellement naturel. Quand on t'écoute, on dirait que le reggae est né en Innu. Là. Ben, je réussis à faire sonner pas mal la jamaïcaine. Oui. Puis il y en a qui me disent, on me dit souvent que la langue Innu se prête bien pour ce genre de musique. Mais moi, je leur réponds qu'aujourd'hui, je suis persuadé que n'importe quelle langue peut se prêter sur n'importe quel genre de musique. Puis c'est bon de s'ouvrir aussi, puis d'apprécier, comme tu dis. Oui, exact. C'est l'appréciation culturelle. Exact, c'est une belle exact. nuance. Là. Oui. Puis les Jamaïcains sont fiers que leur musique pogne autant, tu sais, autour du monde. Puis c'est beaucoup grâce à cette musique-là. Je pense que Jamaïque est très connue. C'est vrai. Ben oui, oui, tout à fait. Puis la différence entre l'appropriation et l'appréciation, c'est que toi, tu reconnais l'origine de ces musiques-là. Tu reconnais ce qu'elles portent comme histoire. C'est peut-être la différence. Où l'appropriation, c'est qu'on prend sans reconnaître l'origine. Et, ah oui. Shawit, on parle souvent de réconciliation lorsqu'on parle des questions et des enjeux qui touchent les premiers peuples. Est-ce que pour toi, la musique, c'est un instrument de réconciliation? Ça peut agir comme pont entre les cultures? Certainement. Je pense même que c'est un des meilleurs moyens d'arriver à cette fin. Je trouve que la musique, c'est un langage universel. Fait que c'est quelque chose... Justement, dans mon album Ndogun, il y a beaucoup, beaucoup d'éléments de musique, trad, folklorique. Parce que, comme je le disais tantôt, c'est une musique qu'on apprécie beaucoup. Bon, on en fait jouer un peu plus souvent pendant le temps des fêtes. Là. Ouais, comme du côté des Québécois aussi, là, finalement. Puis, Puis, en Nouveau-Brunswick, c'est à l'année longue. Hein, c'est ça la différence. Oui. Fait que je voulais un peu démontrer que, oui, vive la différence, mais aussi, il y a beaucoup de choses qu'on aime qu'on a en commun, puis qu'on aime les mêmes choses. Puis, fait que je voulais un peu démontrer ça. Puis c'est un peu... tu sais, Ndogun, ça veut dire remède, médicament.
Puis j'ai quelques chansons de même qui... premièrement, quand on a fait de la sélection des chansons qui allaient être sur l'album, j'ai découvert qu'il y en avait beaucoup qui parlaient justement de réconfort, de guérison. Fait que c'est pour ça que j'ai appelé l'album comme ça. Mais je trouve que la réconciliation fait partie aussi de la guérison. Tu sais. Autant chez les Autochtones que les Allochtones. Alors, je voulais un peu comme montrer que, en m'associant aussi avec mon ami Yves Lambert, que c'est faisable qu'on peut s'unir pour créer quelque chose de beau puis d'aimer les mêmes choses ensemble. Moi puis Yves, en fait, on est juste comme deux gars qui aiment ce que l'un l'autre fait. Et, vous avez une admiration mutuelle. Là. Exact. On a décidé de faire quelques chansons ensemble. Oui, c'est magnifique. Justement, ça montre que la réconciliation, ça passe aussi par l'amitié. Oui. Par les liens qu'on tisse. Hein? Oui, certain. Parce qu'il y avait une amitié entre Autochtones et Allochtones. Je pointe beaucoup le gouvernement pour le fait que ce soit brisé. Mais je pense que ce qui est brisé peut être réparé, selon moi. Puis ça s'en vient bien, je veux dire, tranquillement. Je trouve qu'il y a une amélioration par rapport à ça. On nous donne beaucoup une place dans les événements. Oui. Et tout ça. Oui, c'est ça. Il y a une visibilité, hein, vraiment, là, donnée aux cultures autochtones de plus en plus, une appréciation, justement, de ces cultures. On le voit en littérature, en cinéma, en musique. Là. Oui. Puis on est bien content de ça. Ça fait changement. Puis ça apporte énormément. C'est comme si c'est un apprentissage mutuel, je pense, là, vraiment. Puis les cultures québécoises, canadiennes progressent, se transforment au contact justement, des cultures autochtones. Oui. Confluent rencontre l'auteur-compositeur-interprète Innu, Shawit. J'ai déjà dit à mon père, dans le bois, je vais monter. J'ai déjà dit à mon père, dans le bois, je vais y aller. Faut pas se décourager, les raquettes sont parées. Le troupeau de caribou vers nos familles, faut mener. Le toboggan est prêt, on peut s'en aller. Le toboggan est prêt, on peut s'en aller. Réveille-toi son père un jour. Shawit, tu évoquais tout à l'heure ton album Une Goudoune qui est sorti en 2023, hein, ce mot Innu qui veut dire remède. Tu as parlé de guérison. C'est une question qui m'intrigue beaucoup. Guérir de quoi, en fait? Du côté autochtone, souvent, on comprend guérir évidemment, les pensionnats, les séquelles intergénérationnelles. Mais ce qui m'a frappé dans ce que tu as dit tout à l'heure aussi, c'est que les Allochtones aussi ont besoin de guérir. Donc, guérir de quoi? Moi, je trouve qu'il y a beaucoup de gens qui m'ont paru très affectés par ce qui nous est arrivé, puis se sentir désolés, puis se sentir coupables. Il y a une honte, hein? Puis une espèce de honte. Que c'est sûr qu'elle se doit un peu d'être là, mais d'un autre côté, j'aspire à un moment où on n'y pensera plus comme ça. Je veux dire, mais que le jour où on va être considéré comme un peuple égal, puis un peuple aussi important, qu'on commence à vraiment à changer un peu la manière dont on regarde les Autochtones, puis je pense que là, à partir de ce moment-là, on pourrait commencer à penser peut-être à mettre vraiment tout ça derrière, parce qu'il y en a beaucoup qui nous disent get over it, là, revenez-en. Mais quand on a encore des séquelles puis tout ça, c'est difficile d'en revenir, puis on est loin d'être guéri encore. Là, on a beaucoup de choses qui existent, là, des programmes, des thérapies et tout ça. Mais c'est ça va prendre plusieurs, je pense, générations avant qu'on ne ressent plus vraiment... on est encore très sensible parce que c'est nouveau pour nous aussi, les plus jeunes, ce que nos parents ont enduré dans les pensionnats, on ne le savait pas parce qu'ils justement, ils gardaient ça pour eux, nos aînés. Puis ma mère aussi est allée en pensionnat. Puis c'est comme un livre fermé, Puis j'ose pas lui dire, raconte-moi ce qui est arrivé, non. Puis je sais qu'il y a eu des abus, mais on n'en parle pas plus que ça. Puis à chaque fois, c'est sûr qu'il y a des films qui sortent, des reportages, puis à chaque fois, ça
ça nous déchire, ça nous fait mal, ça nous fâche. Tu sais. Ben oui, Puis, avec raison. Fait que c'est comme touché encore. Tu sais, c'est encore très, très récent. Puis la plaie est encore vive. Puis il faut juste, va falloir, je pense, un peu de patience. Puis tu sais, on s'en vient. Là, on essaie de voir comment on peut trouver notre place aussi dans la société d'aujourd'hui, qui ne nous en laisse pas beaucoup. Il ne nous laisse pas beaucoup de place. Je veux dire, côté protection de la langue, c'est extrêmement difficile parce que tout autour de nous est fait pour qu'on la perde. On ne peut pas devenir un docteur ou un avocat si on parle juste l'Innu et Moon. Il faut que tu parles français ou l'anglais. Fait que c'est déjà contre ce qu'on essaie de préserver. Puis les parents ont tendance justement à enseigner que le français aux enfants dans l'espoir qu'ils aillent loin à l'école. Ah oui. Et tout ça. Puis je pense que le système aurait pu être créé différemment avec un système de traducteurs. Mm-hmm. Tu sais, ça aurait fait... ça aurait pu marcher, mais c'est ça. Là, c'est difficile. Il n'y a pas de loi qui protège nos langues, même aujourd'hui. Mm-hmm. C'est subtil. Là. Je vois encore que les lois qui sont établies sont faites pour qu'on perde notre culture et nos langues. Et tout. C'est quand on parle de racisme systémique, c'est ça. C'est même pas, c'est la structure là, qui crée justement cette marginalisation, cette perte culturelle. Là. Exact. C'est là que ça existe, on le sent, nous autres. Puis c'est quelque chose que les personnes ont de la difficulté à avouer qui existe. Oui, tout à fait. Oui. Surtout de chez nos dirigeants. Oui, c'est ce que j'allais dire. Shawit, mais ta musique, elle nous fait voyager quand on l'écoute, mais ta musique te fait voyager aussi. Tu te promènes dans plusieurs pays, tu t'en vas prochainement au Chili. Oui. Tu es un vrai nomade, là, comme tes ancêtres Innu. Donc, Chili, Russie, Maroc, tu as sillonné la planète avec ta guitare. Comment ta musique est reçue ailleurs dans le monde? Très bien. Je fais danser beaucoup de gens. Je fais faire le Makusham à chacun de mes spectacles. Je montre les pas, puis je leur montre comment on fait ça. Puis le monde participe toujours. Fait que, donc, le Makusham, c'est vraiment la danse en rond. Oui, c'est ça. C'est la danse de par chez nous. C'est ça. C'est comme un two-step. Là. C'est danse en ligne, en rond. Mm-hmm. C'est la seule danse qu'on a, nous autres, les chez les Innu. Puis, en premier, la danse n'avait pas de nom. Mais ça arrivait souvent pendant ce qu'on appelle un Makusham, qui est un festin. Puis après avoir mangé, c'est là que la personne va jouer du tambour. Souvent, c'est l'aîné de la place. Puis là, les autres vont se lever pour danser. Puis tout ça, c'est tout ça comme le Makusham. Mais on a attribué le nom de l'événement à la danse. À la danse, oui. Ouais, qui est comme une célébration, dans le fond, cette danse-là. Exact. C'est de la joie, là. Oui. Après avoir festoyé, après avoir vécu un festin. Là. Oui, c'est pour montrer qu'on est content, puis on est reconnaissant envers Chemundo, Dieu, puis c'est une très belle danse. Ah oui. Donc là, ça danse le Makusham au Chili,
Exact, Au Maroc. exact. En Corée du Sud, au Japon. oui. Ouais. J'ai fait danser le makusham. Puis oui. C'est le fun, les voir aller, là. Ben, j'imagine. Tu parlais tout à l'heure que les gens de la Jamaïque sont heureux de voir le reggae être repris un peu partout. Oui. Tu dois être fier, toi aussi, quand tu vois des Japonais danser le makushan. Je veux dire, c'est quand même unique, c'est quand même incroyable. Là. Oui, T'amènes cette danse-là à des milliers de kilomètres de Magnotenam. Là. Exact. Ouais. T'es un ambassadeur de la culture Innu. Là. Oui. Là, je peux le dire avec fierté. OK. Avant, c'est un titre qui était lourd pour toi? Ou? Un peu, parce que, bon, je me considérais pas comme quelqu'un ayant beaucoup de savoir sur la culture Innu. Puis j'en connais très peu, en fait, selon moi. Tu sais, fait que je trouvais pas que j'étais le meilleur ambassadeur. Tu sais, il y a beaucoup d'Innu que je connais, qui auraient pu faire un meilleur job que moi sur ce côté-là. Oui. Fait que je me sentais pas, tu sais, j'ai fait comment, OK, tu sais, c'est comme, c'était big pour moi sur mes épaules, tu sais, puis je veux pas, tu sais, je veux pas dire des choses qui sont pas vraies, tu sais, je veux faire, si vraiment je suis un ambassadeur, faut vraiment que je fasse les choses de la bonne façon, puis que je fasse pas d'erreurs, puis tout ça, puis fait que, à la longue, ben, j'ai découvert que même si je connaissais pas toutes les affaires de bois ou qu'un chasseur saurait, puis comment on interréagit avec la nature, puis les animaux et tout ça. J'en connais quand même beaucoup, puis j'en connais plus que la plupart du monde, fait que c'est ça. je peux quand même emmener, comment je pourrais dire ça, des connaissances, exact, des connaissances quand même, tu sais. Oui. Fait que j'ai fini par accepter ce rôle-là, puis aujourd'hui, j'en suis assez fier. Oui, je représente la nation Innu. C'est ça. Ce que tu connais, tu peux le partager. Exact. Puis, Shawit, dans le cadre de tes voyages un peu partout dans le monde, toi, personnellement, qu'est-ce que tu retiens de ces nombreux séjours à l'étranger? Qu'est-ce que ça t'amène comme, je dirais, enseignement? Quelque chose que je savais probablement déjà, mais j'ai juste eu la confirmation. On est tous pareils sur la Terre. Toutes les nations sont... C'est sûr qu'on a des différences même de pensée, tu sais. Mais on a toute la même intelligence, on a toute le même espoir pour l'avenir. On aime nos enfants, on est à la recherche du bonheur, puis de qu'est-ce qui peut nous rendre heureux, puis on est pas mal tous pareils. On est comme... faut être capable d'accepter, tu sais, puis arrêter de penser que notre manière de penser est la meilleure, puis que l'autre devrait réagir comme nous. Ça, c'est un peu selfish, puis c'est un peu... c'est comme si on se pensait supérieur, tu sais, mais tous les humains sont égaux, fait toutes les façons de penser. Nous autres, les Autochtones, on nous considère comme des gens qui vivons encore à l'âge de pierre, tu sais. Comme si on n'avait pas l'intelligence nécessaire pour développer nos moyens, nos trucs. Mais c'est pas par manque d'intelligence qu'on n'a pas découvert le fer ou la roue, mais c'est bien parce qu'on n'avait pas de besoin, tu sais. On a une autre manière de penser qui se voulait comme être respectueux envers l'environnement, puis faire partie de cet environnement-là, puis le cycle de la vie, puis on prenait pas beaucoup de place. On faisait pas des grosses routes, puis des ponts, puis tout ça. Puis chaque animal, chaque plante, c'était important qu'elle soit là, puis on voulait tuer le moins de choses possible aussi, tu sais, comme... Une humilité, hein? Oui, quand même. Puis c'est pas une affaire de « Ah, on est moins intelligent », tout ça. C'est juste que... Il y a des choses qui sont... Dans toute chose, il y a un bon puis un mauvais côté, selon moi, tu sais. Fait que c'est sûr que on peut en trouver, tu sais, la technologie n'était pas très développée, tout ça. Mais, tu sais, on réussissait quand même à vivre, là, tu sais, dans un endroit quand même assez difficile. Comme, oui. On sort dehors, puis il fait moins 25. Là. C'est ça, là, quand on pense à Notchimit, le Labrador et tout ça. Oui. C'est effectivement aride. Là. Puis on avait quand même une grande intelligence par rapport à ça. On connaît encore beaucoup les animaux et tout ça. Fait que c'est ça. C'est une approche relationnelle de ce qui nous entoure plutôt que d'être dans une dynamique de prendre quelque chose. C'est une culture, une vision du monde où c'est vraiment, tu l'as magnifiquement bien dit, c'est que vous en faites partie.
C'est pas vous êtes en surplomb puis vous prenez quelque chose, puis c'est pas une vision du monde axée sur le développement. C'était vivre et, j'adore comment tu le dis, prendre le moins de place possible. J'avais jamais entendu ça comme ça. C'est vraiment très efficace comme façon de les résumer. Là. Oui. Puis en terminant, Shawit, un élément que je voulais aborder avec toi, c'est le fait que dans ta musique, entre autres, Dieu, Chimendo, Chimendo est très présent dans ta musique. Et dans une entrevue, tu as souligné qu'il te semblait important, indispensable même, que l'humain évite de se croire seul. Il faut pas que l'humain en vienne à se croire seul. Pourquoi c'est si important pour toi, ça? C'est important pour moi parce que moi, je crois vraiment à 1000% que Dieu existe et qu'il y a un créateur quelque part qui a créé tout ça. D'après ce que j'entends, ce que je vois, on dirait que l'humanité s'en va dans une drôle de conception où il n'y a pas de Dieu, tu sais, puis que tout a été créé de rien. Tu sais. Mm-hmm. Puis c'est comme, tu regardes l'univers, puis ça a l'air froid, puis il n'y a pas de vie. Puis on espère qu'il y a d'autres martiens ou d'autres extraterrestres, mais on n'a jamais eu une preuve encore. Puis là, on regarde comme la Terre, qui est quand même une place, quand même, c'est pas évident de vivre là-dessus. Il faut qu'on travaille, il faut qu'on, tu sais, dans toutes les nations, il faut qu'on fasse de quoi pour vivre, puis à la sueur de notre front, puis tout. Puis, les choses terribles qui arrivent, les guerres, les famines et tout ça. Puis, on dirait que ça amène à penser qu'on est doomed, tu sais, qu'on est... damné un peu. Là, un peu, oui, c'est ça. Qu'on s'en va pas dans une... dans une bonne direction. Dans une bonne direction, oui, surtout au niveau écologique, là. Fait que... on dirait qu'il y a comme un désespoir qu'on va tous mourir, puis il n'y a rien après, tu sais. Puis je dis pas qu'il faut qu'on croie en Dieu juste pour croire quelque chose qui n'existe peut-être même pas, tu sais. Mais moi, vu que j'en suis persuadé, j'essaie de persuader les autres, tu sais, que Dieu existe. C'est impossible que tout ça a été créé c'est comme après une explosion, tu sais. Après une explosion, habituellement, c'est le chaos. Tu sais, il n'y a rien que... Tu sais, il n'y a pas comme une bombe qui explose, puis là, tu arrives à côté, puis... quelque chose qui est créé. Quelque chose qui a été créé, genre un château de sable, là, tu sais. Fait que, il y a quelqu'un derrière tout ce qui a été créé dans l'univers. Il y a comme un créateur, il y a comme un designer, tu sais. Puis c'est cette personne-là... que quand on croit... le fait de croire en Dieu, en Chimendo, ça nous amène à prendre soin davantage de la création, d'après toi? Ça, c'est sûr que c'est quelque chose que je pense que Dieu aurait aimé ou qu'il aimerait qu'on fasse, c'est prendre soin de la création, de la nature, puis nos rivières et tout. Fait que on dirait que le chemin où on prend, c'est comme si on s'en foutait, tu sais, puis si c'était pas important. Puis moi, je crois sincèrement que Dieu existe puis qu'il nous aime, tu sais, puis qu'il nous a pas donné une vie pour la reprendre par la suite, tu sais. C'est pour ça que après la mort, il y a d'autres choses, il y a la vie éternelle. Maintenant, pour pouvoir vivre éternellement, mais avec Dieu, tu sais, il faut qu'on se réconcilie aussi. C'est notre affaire de réconciliation. Ça, moi, j'ai appris, en tout cas, dans mon cheminement, que ça se fait avec Jésus. C'est lui qui nous permet d'être réconciliés avec Dieu. Oui. Puis, ouais, c'est comme... Moi, j'ai tout vu ça dans la Bible. Je regarde beaucoup la parole. Puis, c'est même que je me suis donné à Dieu, en fait. Je me suis donné à Jésus. Puis ce temps-là, j'ai même pas peur de mourir, tu sais. J'ai peur un peu de la façon, tu sais, la souffrance. Je pense que c'est légitime comme crainte. Mais, tu sais, je suis persuadé que, tu sais, ça finit pas là, tu sais, quand on part d'ici. Fait que, c'est pour ça que je trouve ça important d'en parler. J'en parle aussi dans mes chansons. Je parle que je prie souvent, tu sais, puis même j'ai une chanson ou deux où je demande carrément pardon pour toutes les petites mauvaises affaires que j'ai faites dans ma vie.
Puis, tu sais, c'est comme, pour moi, Dieu, c'est comme mon papa, tu sais. Puis, comme à mon père, quand j'étais petit, puis que je désobéissais, ben, je m'excusais, tu sais. Je demande pardon, tu sais. C'est la même chose pour moi avec Dieu, tu sais. Puis, pour moi, tu sais, Dieu, c'est quelqu'un. C'est quelqu'un, tu sais. C'est quelqu'un qui te connaît, qui t'écoute, qui est à l'écoute. Fait que tu peux lui parler comme à ton propre père, tu sais. Il y en a qui ne savent pas comment prier et tout. Mais tu peux lui parler comme moi je te parle là, présentement. Tu sais, tu peux dire, hey, Dieu, ça va pas bien aujourd'hui. Je trouve que je me sens dépressé. Peux-tu m'aider, s'il te plaît? That's it. C'est facile de prier. Là. Ah oui. Oui. Est-ce que c'est quelque chose que tu abordes avec tes enfants? Oui, quand la situation est propice, je vais lancer quelques mots là-dessus. J'aime en parler parce que, premièrement, j'aime Dieu, puis j'aime, tu sais, qu'est-ce qu'il a fait pour nous, puis l'endroit qu'il a créé pour nous, puis, tu sais, j'ai beaucoup de reconnaissance. Ouais, oui. Fait que j'en parle beaucoup, puis je sais aussi que le fait que j'ai un talent pour la musique puis pour le chant, ça vient pas de moi, tu sais, ça vient de Dieu. C'est vraiment lui qui a fait que je sois capable de bien chanter. Fait que tu sais, j'aime ça lancer une petite comme reconnaissance aussi puis, dans mes chansons, que Dieu existe. Oui. Et donc, cette conscience vive de la présence de Chimendo, c'est pour toi, justement, je reviens à cette idée qu'il ne faut pas que l'humain en vienne à se croire seul. Oui. C'est que dans le fond, avec cette conscience vive de la présence de Chimendo, tu as l'impression que l'humain, en n'étant pas seul, trouve du sens. Et c'est quand il y a l'absence de sens que là, on commence à poser des actions dévastatrices, comme on peut le voir. C'est un peu ça, là, si je résume. Oui. T'as bien résumé ça. C'est parce que tu l'as bien exprimé. C'est bon. Mais Shawit, vraiment, Tchiniskemetin pour le temps que tu nous as accordé, Tchiniskemetin pour ta musique, pour cette attitude qui est la tienne. Hein, ton ami Yves Lambert, dis-toi que tu es un homme de paix. Je reprends ces mots, je pense que on sent que tu es un homme de paix, vraiment. Donc, Tchiniskemetin, j'espère vraiment qu'on va se revoir. Mais merci beaucoup, Tchiniskemetin Kini. Yamé. Tchiniskemetin, merci à Shawit pour cette prise de parole apaisante et pour ce rappel que la culture Innu est bien vivante, se réinvente chaque jour et dialogue avec le monde. L'émission Confluent est portée par Mission Chez Nous, organisme de solidarité chrétienne avec les premiers peuples. Pour en savoir plus, www.missioncheznous.com. À la semaine prochaine, Catherine. À la semaine prochaine, Mathieu. Cette émission est produite par l'organisme Mission Chez Nous avec le généreux soutien financier des œuvres Marianne Lavallée, de la Fondation Lucien Labelle et du Fonds Roland Leclerc.